Alors, bonsoir tout le monde. Je sais que tout le monde est fatigué, c'est la dernière heure. Alors, je remercie le comité d'organisation de m'avoir sollicité pour présenter l'ISMOCEL. Alors, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Alors, ça marche comment ça? Alors, l'ISMOCEL est une entité décrite en 1995 par Maurice. Alors là, on a une image sur les pièces anatomopathologiques des pièces d'hystérectomie. On voit là l'image de l'ISMOCEL. Alors, l'ismocèle, c'est un défaut de cicatrisation de l'hystérotomie après un accouchement par césarienne, formant une hernie plus ou moins profonde dans le muscle utérin ou au niveau de l'isthme utérin. Alors, elle peut atteindre la séreuse dans les formes plus compliquées. Alors, on a différentes appellations de l'ismocèle. Alors, on a l'ismocèle, la niche, la sacculation, diverticule utérin, ou le défaut de cicatrice utérine, ce qu'on appelle en anglais le scar defect, césarienne scar defect, ou la déhiscence de la cicatrice de césarienne. Alors, il est responsable de ce qu'on appelle le syndrome de la cicatrice de césarienne, c'est-à-dire des métrorragies post-menstruelles ou des ménorragies ou des douleurs pelviennes chroniques, dysménorrhée, dyspareunie ou infertilité secondaire. Tous ces symptômes peuvent être, on peut les voir ensemble ou seulement un seul symptôme. Alors, l'incidence après une césarienne, elle est mal connue, entre 12,7 et 88%, et un caractère qui est souvent asymptomatique. Alors, définition de la... Vu le polymorphisme de l'ismocèle, on a essayé de faire une définition qui est une niche utérine supérieure à 2 mm avec au moins un symptôme primaire ou deux symptômes secondaires. Alors pour les symptômes primaires, on a les métrorragies post-menstruelles, les douleurs lors des saignements utérins, problèmes techniques liés à l'insertion, on trouve des problèmes à l'insertion des cathéters lors du transfert d'embryon, ou une infertilité secondaire inexpliquée associée à du liquide intra-utérin. Les symptômes secondaires, on a les dyspareunies, les pertes vaginales anormales, douleurs pelviennes chroniques, évitement des rapports sexuels, une odeur associée à des pertes de sang anormales, une infertilité secondaire inexpliquée, une stérilité secondaire malgré une technologie de procréation médicalement assistée, une image de soi négative avec un inconfort de la participation à des activités de loisirs, ou bien des douleurs de cicatrices ou des douleurs abdominales basses. Alors, ce schéma, on essaye d'expliquer grossièrement comment que ça se passe. Là, on a le sang des règles, on a la niche ici. Alors, au cours des menstruations, on a une accumulation de sang dans la niche, d'accord? Et puis, par un effet de valve, là, de la paroi postérieure de la niche, on va avoir des sécrétions, soit rougeâtres, soit brunâtres ou soit noirâtres, après l'arrêt du sang des règles. Alors, ça, on parlait des symptômes primaires. Les symptômes secondaires, on les a déjà vus. Ah, je suis en train de revenir. Alors, les facteurs de risque de l'ismocèle. On a des facteurs qui sont non modifiables ou fixes. Alors, c'est les césariennes. Alors, et plus on fait de césariennes, plus le risque d'avoir un ismocèle est augmenté. On voit, il varie de 35 à 88% quand on a plus de césariennes. Alors, et la rétroflexion utérine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va diminuer l'épaisseur du myomètre et elle va augmenter la longueur de l'indentation ou de la niche.
Alors, après les facteurs de risque qui sont non modifiables, on peut avoir d'autres facteurs de risque. Alors, on a les facteurs de risque liés au travail. C'est quand on a une durée de travail de plus de 5 heures, une dilatation cervicale, c'est-à-dire on fait une césarienne à une dilatation cervicale de plus de 5 cm, ou bien une position basse de la tête, et des facteurs liés à la technique chirurgicale, incision qui est proche de l'orifice cervical interne, ou les techniques de suture. Pour les techniques de suture, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce qu'il faut faire en un seul plan, est-ce qu'il faut faire en deux plans, est-ce qu'il faut faire par des points séparés, mais il n'y a pas de data, il n'y a pas une étude qui prouve qu'une technique de suture de l'hystérectomie est plus efficace que l'autre. Alors, le terrain favorable au défaut de cicatrisation de la césarienne, on a l'obésité, le diabète, les femmes âgées, et aussi le contexte infectieux, les RPM, les hyperleucocytoses, l'hyperfibrinogénémie et la fièvre. Alors, les moyens de diagnostic de l'ismocèle. L'échographie vaginale. Alors, l'échographie vaginale, c'est le meilleur examen pour faire le diagnostic d'une ismocèle. Alors là, on voit bien que c'est évident là. On a la forme d'un triangle. On peut avoir d'autres images échographiques. Là aussi, c'est très évident. Là, on a une niche. Alors, là, on a normalement une vidéo. Là, au niveau de la cicatrice de la césarienne. Ok, c'est bon. Là, on a une autre image échographique de l'ismocèle, où on voit bien le myomètre, l'endomètre, et là, on voit la niche de l'ismocèle. Et là, c'est de l'hématométrie au niveau ismique, c'est du sang. Là, l'image, elle est évidente. Donc, l'échographie est le meilleur moyen de diagnostic d'une ismocèle. Alors, on a aussi l'hystérosonographie, c'est-à-dire c'est de l'échographie endovaginale avec une injection de 5 à 10 cc de sérum physiologique. Elle nous permet de voir la niche, là. Ça, c'est le cathéter. Et elle nous permet de mesurer exactement ce qu'on appelle le myomètre résiduel ou le mur de sécurité. L'hystérosalpingographie, la découverte d'un ismocèle par l'hystérosalpingographie, l'hystérosalpingographie ne doit pas être un moyen de diagnostic. C'est, par exemple, quand on veut explorer la perméabilité tubaire, on peut avoir cette image-là. L'échographie 3D, elle n'est pas plus importante que l'échographie transvaginale, sauf pour la mesure de la largeur de l'ismocèle, là, en coupe coronale ou en coupe frontale. L'hystéroscopie. Donc là, on peut avoir un réservoir, une poche, au niveau de la cicatrice de césarienne, au niveau du segment inférieur. Alors, l'IRM, elle donne de très bonnes images, mais vu son coût, donc on ne peut pas se permettre de demander une IRM aux patientes. Alors, classification des ismocèles. Il y a eu plusieurs classifications. Vu le polymorphisme, vous allez voir après, il y a le polymorphisme des ismocèles. Les plus importantes, c'est la classification de Goubini, où on classe selon la superficie de la niche. Donc, on a le premier degré, où on a une superficie inférieure à 15 mm, le deuxième degré entre 16 et 25 mm, et le troisième degré supérieur à 25 mm. Une autre classification qui tient compte de la forme de l'ismocèle, la forme échographique. On peut avoir plusieurs formes là, quand vous voyez, par exemple, en forme de triangle, là. Alors, le demi-cercle n'est pas évident dans l'image B. Alors, forme d'un rectangle. D'accord? On peut avoir sous forme d'un cercle là, ou sous forme d'une gouttelette, vous voyez là, ou sous forme de kyste d'inclusion.
Alors, vu le polymorphisme des formes et la classification des ismocèles, il y a eu l'équipe de Jordan, par une procédure Delphi, qui ont essayé de faire un consensus pour la classification des ismocèles. Un consensus concernant la définition et la classification. La définition en toute indentation sur le site de la cicatrice d'une profondeur d'au moins de 2 mm est considérée comme ismocèle. Pour la classification, on a l'ismocèle simple avec une seule branche, et ismocèle complexe avec plus d'une branche. On va voir des images ici. Là, on voit des ismocèles simples. On voit ismocèle avec 2 branches. Là. Voilà. Donc, pour la classification, c'est ismocèle simple avec une seule branche ou complexe avec plusieurs branches. Maintenant, l'évaluation préopératoire. Elle est très importante parce que c'est de cette évaluation qu'on va choisir la méthode de traitement. Alors, on doit voir la longueur de l'ismocèle, la profondeur de l'ismocèle, le myomètre résiduel, ou ce qu'on appelle nous le mur de sécurité, la distance entre l'ismocèle et l'orifice cervical externe. Cette distance-là doit être mesurée du bord supérieur, celui-là. Et puis, on a ce qu'on appelle le myomètre adjacent. Alors, pour la prise en charge des ismocèles, le traitement, on ne doit traiter que les ismocèles symptomatiques. Les ismocèles asymptomatiques, on ne doit pas y toucher. Alors, pour les méthodes chirurgicales, on a soit la célioscopie, soit la chirurgie vaginale ou l'hystéroscopie. Et aucune méthode, il n'y a aucune preuve qu'une méthode est supérieure à l'autre méthode. Alors, la prise en charge des ismocèles. Alors, le choix de la voie d'abord dépendra principalement de la mesure du myomètre résiduel ou le mur postérieur de sécurité et de la distance entre l'ismocèle et l'orifice cervical externe. Secondairement, c'est le nombre de césariennes, le désir de grossesse et l'expérience du chirurgien. Alors, ça, c'est l'arbre décisionnel. Alors, patiente symptomatique, s'il y a un désir de grossesse avec un myomètre résiduel inférieur à 3, actuellement, on est à 2,5. On a un peu diminué le cutoff. Il est à 2,5. Donc, si le myomètre est inférieur à 3 mm, c'est une chirurgie célioscopique. Si le myomètre est supérieur à 3 mm, donc, une cure d'hystéroscopie. S'il n'y a pas de désir de grossesse, donc un myomètre inférieur à 3 mm, soit de la célioscopie ou une hystérectomie, soit si le myomètre est supérieur à 3 mm, donc chirurgie hystéroscopique ou une hystérectomie. Là, c'est le même arbre, mais c'est en anglais. Donc, s'il n'y a pas de symptômes, pas de traitement. Maintenant, ce qui nous permet de faire la part des choses entre la prise en charge célioscopique ou voie vaginale, c'est ce qu'on a vu précédemment, c'est la distance qu'il y a entre l'orifice cervical externe et l'ismocèle. Si la distance est inférieure à 40 mm, on peut faire une cure par voie vaginale. Si la distance est supérieure à 40 mm, on fera la réparation par voie célioscopique. Alors, on va voir quelques exemples pour les cures d'ismocèle par laparotomie. C'est la même chose, on va passer. On va parler de la célioscopie. Alors, qui est cure d'ismocèle par célioscopie? Alors, premièrement, c'est le repérage. Il se fait soit en s'aidant de la lumière d'un hystéroscope, on voit là, soit par l'injection de bleu de méthylène. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait en premier temps un décollement vésico-utérin. Puis un repérage de la cicatrice de césarienne, une ouverture et une section de toutes des deux berges supérieures et inférieures pour la résection de la fibrose et le ravivement des berges.
Et puis on fera des points simples cœlioscopiques. La cure par voie vaginale. Alors c'est pour les gens qui font de la voie basse, c'est le premier temps, c'est ce qu'on fait le premier temps d'une hystérectomie par voie basse, c'est-à-dire une colpotomie antérieure, un décollement vésico-utérin, et quand on décolle la vessie, on va voir la cicatrice. On fera la même chose que pour la cœlioscopie, c'est-à-dire on va réséquer les berges de la fibrose et faire des points simples. Et puis on fera une colpotomie antérieure. Le traitement hystéroscopique. Alors, pour le traitement hystéroscopique, on a trois méthodes, de deux équipes. La première méthode, l'équipe de Fabre. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une résection, mais ils insistent sur la résection en utilisant seulement la bipolaire, de préférence les résectoscopes dont le diamètre est le plus inférieur. Donc, on fera soit une résection à la bipolaire de la berge inférieure, avec une coagulation de la berge supérieure, soit pour l'équipe de Goubini en 2008, il favorisait la résection de la berge antérieure, ou plutôt inférieure, et la résection de la berge supérieure. Tout ça en utilisant seulement l'énergie bipolaire et en mode section. Et puis en 2011, Goubini, il a préféré ce qu'on appelle la cure d'Ismocel à 360 degrés. Alors, il fait la résection de la berge inférieure, la résection de la berge supérieure et la résection en postérieur. Alors, leur argument, il fait une coagulation, une vaporisation plutôt, au fond, le fond de la berge. Tout ça, j'ai oublié de dire, le but du traitement de l'Ismocel, c'est l'aplatissement. C'est-à-dire là, on a une niche. Son but, c'est l'aplatissement de cette niche pour qu'il n'y ait plus d'accumulation de sang. Alors, pour la méthode de Goubini dont il préfère, il a commencé en 2011, il fait une résection à la bipolaire de la berge inférieure, de la berge supérieure et en postérieur, ce qu'on appelle le traitement à 360 degrés. Son argument, c'est que malgré que la niche est antérieure, mais il y a aussi de la réaction inflammatoire en postérieur. Donc, il enlève tout le tissu fibreux à 360 degrés. Dans les différents types de résecteurs qu'on peut utiliser, les meilleurs, c'est les 18, 16 et 15 parce qu'on ne dilate pas. Et la dilatation, c'est un facteur aussi de risque de fibrose. L'énergie, on utilise la bipolaire. Ça, c'est une image que j'ai volée à Dr Deep pour le traitement de la méthode de la résection de la berge inférieure seulement. Là, il y a eu une résection, puis on fait une vaporisation à la rollerball. Là, c'est la méthode de Goubini, où il traite avec le mini-résécteur de Stors, il traite 360 degrés. Regardez, là, il y avait une Ismocel, et là, il a réséqué tout le pourtour de l'endocole. Là, c'est une vidéo où on enlève seulement la berge inférieure. Ça, c'est la malade du cancer qu'on a fait ensemble à la clinique Les Orangers. On enlève seulement la berge inférieure de l'Ismocel. Le but de l'opération, c'est d'aplatir et d'enlever toute la niche pour qu'il n'y ait plus d'accumulation de sang. On passe. Alors, pour les résultats de traitement, généralement, il y a de bons résultats fonctionnels, une amélioration des profils hémorragiques dans 95% des cas, amélioration des douleurs dans 90 à 95% des cas, et on a eu des grossesses dans les 2 ans
entre 80 et 90% des cas, quoique l'équipe de Goubini, elle décrit des grossesses à 100% des cas, mais sur une gamme de 41 patientes. Il n'y a pas eu beaucoup de patientes. On va voir ça sur le tableau. Vous voyez là, l'équipe de Fabre, ils ont eu 81% de grossesse. Pour l'équipe de Goubini, il y a eu, sur 41 patientes qui ont eu des grossesses dans les 24 mois suivant la cure. Alors, faisabilité et efficacité de la résection hystéroscopique répétée de l'ismocèle. Alors, il y a certaines équipes qui disent que la résection hystéroscopique de la niche est un traitement réussi pour la première fois dans 80% des cas. Mais en cas de récidive des symptômes, une deuxième résection de niche hystéroscopique est une option de traitement efficace pour l'échec hystéroscopique initial. Alors, quand on a le compte rendu en APAT des pièces qu'on résèque, on a généralement dans 79% des cas du tissu inflammatoire, de l'adénomyose dans 7,7% des cas et un tissu cervical dans 16% des cas. Alors, ce qu'on doit retenir de tout ça, alors, je reviens. L'hystéroscopie est la voie la moins morbide et la moins invasive. On ne dit pas que c'est la meilleure voie où on a plus de résultats, mais c'est la moins morbide et la moins invasive. Il y a moins de complications en faisant une cure d'hystéroscopie pour l'ismocèle en respectant les contre-indications, c'est-à-dire surtout le mur de sécurité qui doit être supérieur à 2,5. Et l'évaluation préopératoire est très importante. C'est-à-dire, avant de prendre une décision d'opérer un ismocèle, il faut avoir le mur de sécurité, la distance orifice cervical externe et la niche, et il faut en discuter avec la patiente. Alors, en cas d'impossibilité de prise en charge par hystéroscopie ou en cas d'échec de cette prise en charge, la voie vaginale ou la voie cœlioscopique doit être discutée. Alors, et avant de terminer, je dois juste dire, j'ai oublié de mentionner ça, qu'en faisant le diagnostic d'un ismocèle, il faut jamais dire à la patiente qu'on vous a mal suturé. Parce que ça, c'est un processus de cicatrisation. C'est pas la suture qui est en cause. Parce que beaucoup de gens viennent, ils te disent, on m'a dit qu'on a mal suturé. Premièrement. Deuxièmement, quand on fait une cure d'ismocèle, il ne faut pas s'attendre à la disparition de l'image. On dit que la cure de d'ismocèle est réussie s'il y a une disparition des symptômes. Et les contrôles ne doivent pas être faits après un mois. C'est entre 10 et 12 semaines qu'on doit faire un contrôle échographique. Mais même si on voit que l'image persiste, on ne peut pas dire que c'est un échec. Il faut remesurer le mur de sécurité et c'est sûr qu'on doit le trouver un peu plus supérieur qu'initialement. Et je vous remercie.